notre grand témoin Bertrand Folléa, ainsi que... Ça va ? Très bien. C'est pas grave. Bertrand Folléa, Anne Valric, Véronique Ferreira et Camille Fallet. Pardon, comment on fait ? Vous avez des micros qu'il faut faire ça pour parler, sinon il vaut mieux le laisser comme ça, parce que sinon ça se crame très vite. Alors, nous voilà bien installés pour la séquence suivante. Le deuxième grand sujet patrimonial métropolitain, c'est la nature. Et la nature comme opportunité, en fait, c'est le sujet qu'on a voulu traiter. On est sur une demi-journée de table ronde pour évoquer le patrimoine au sens large, au sens d'héritage, effectivement, qui, pris dans un projet, devient un patrimoine et un destin commun. Alors je passe tout de suite la parole à Bertrand Folléa, qui est paysagiste et urbaniste, qui connaît bien la région parce qu'il a participé dès les années 90 à des études pour les schémas directeurs et pour le SCOT, et plus récemment, il a fait l'Atlas des paysages de la Gironde. Bertrand, je vous passe la parole. Merci. Merci Anne-Laure. Je vais me mettre debout pour que ça soit un peu plus dynamique, parce que les fauteuils argentins sont extrêmement confortables et il ne faut pas que vous dormiez. Voilà. Alors... j'ai une mission en 3 morceaux, c'est-à-dire 1, c'est quoi la nature du patrimoine de nature pour la métropole bordelaise, 2, à quoi ça sert, et 3, quelle méthode, de certaine manière, pour s'en servir encore mieux, voilà, en quelque sorte. Donc, le mieux, c'est peut-être de regarder, alors comment ça marche, voilà. Le mieux, c'est peut-être de regarder ce que j'ai saisi rapidement, ce que tout le monde peut trouver sur Internet, mais simplement des images très rapides pour avoir un aperçu des patrimoines naturels de la métropole bordelaise, en commençant par les figures héritées du Bordeaux historique, comme ici le jardin public, qui bien sûr sont pris dans le Bordeaux le plus patrimonialisé. Mais également, à l'intérieur de ce Bordeaux patrimonialisé architectural, on a également des espaces privés qui sont liés au cœur d'îlot et qui comptent énormément aussi dans les patrimoines naturels, notamment ici dans des quartiers d'échoppe. On a aussi des figures héritées justement du XXe siècle, donc ça fait partie d'un sujet, je crois, d'une table ronde de tout à l'heure, ici Bordeaux-Lac, ou ici, par exemple, la dalle à Mérédec, le jardin de l'esplanade Charles de Gaulle qui se déroule sur la dalle. Et puis on arrive à ce patrimoine contemporain. On a parlé des quais, beaucoup de la Garonne à l'instant, donc je n'ai pas besoin d'insister plus que ça. Mais c'est vrai que sur la rive d'en face, dans une toute autre disposition, le parc aux Angéliques se développe sur la rive droite, donc. Tout à l'heure, monsieur le maire de Lormont, vous avez parlé du parc de l'Ermitage, effectivement, que l'on trouve. Et puis, bien sûr, d'autres héritages construits de patrimoine de nature. Ici, le jardin botanique, par exemple, où il y a des quartiers nouveaux, comme ici Ginkgo, pas très loin du Bordeaux-Lac, ou dans des ZAC, c'est-à-dire dans des quartiers d'habitation, ici vers Florac, etc. Quand on s'éloigne un petit peu du cœur de Bordeaux, on atteint ces grands espaces de nature, on l'a dit tout à l'heure, extrêmement liés à l'eau, bien sûr. Donc tout l'espace du bec d'Ambès, hein, donc les zones humides de Montferrand,
que gère, je crois, Bordeaux Métropole d'ailleurs. Et puis tous ces espaces qui sont liés au JAL, dont bien sûr celle de Blanquefort, et qui agrègent d'autres patrimoines, notamment de parcs, par exemple. Donc ici, on avait ici c'est plutôt l'eau Bourde qui sinue à l'intérieur du territoire de la métropole. L'eau Blanche, qui doit être aussi un espace naturel sensible, je crois. Et puis autre type de patrimoine de nature qui a offert une sorte de résistance à la colonisation, à l'artificialisation des sols, les coteaux, on distingue très bien ici le fil des coteaux de la rive droite, de l'Ormont, à Floirac, et qui fait l'horizon de Bordeaux, que j'ai extrêmement admiré depuis très longtemps, puisque tous les écrits de Stendhal à propos de Bordeaux s'émerveillent de cette ligne de coteaux qu'il aperçoit à l'horizon, et qui ouvre ce genre de vue. Voilà, et puis après, on a tout un patrimoine de nature cultivé, je dirais, avec des emprises viticoles prises dans l'espace construit, comme ici les vignes de Aubryon, par exemple. Également comme la forêt, qui vient s'immiscer aux marges ouest du territoire métropolitain, et qui vient donc cohabiter plus ou moins facilement, bien sûr, avec les espaces construits ou en cours de construction, et puis des espaces cultivés de maraîchage, à nouveau dans la JAL de Blanquefort, par exemple. Voilà, je m'arrête sur l'espace le plus naturel, entre guillemets, qui puisse exister, qui est celui d'une réserve naturelle, puisqu'on a une réserve naturelle qui est sans doute parmi la plus urbaine de France, je pense, la réserve naturelle de Bruges, pour simplement que l'on fasse le constat ensemble que tout ce que nous appelons nature ici est totalement construit. C'est-à-dire c'est une nature qui est fabriquée depuis toujours, certes avec des éléments naturels qui peuvent être du végétal et de l'eau, mais qui sont néanmoins toujours le fruit d'une construction. On a vu tout à l'heure un site industriel devenu parc de nature avec le parc de l'Ermitage, mais même cette réserve naturelle, elle est construite parce qu'on en a construit des écluses pour gérer les niveaux d'eau qui nous allaient bien, pour avoir les espèces ou les milieux qui nous convenaient bien. Parce que l'on pâture ces espaces-là avec des espèces plus ou moins locales d'ailleurs, des barthes de la Dour ou notamment, etc. Parce que l'on fauche ces espaces-là, parce que l'on débroussaille, parce que l'on lutte contre des espèces invasives qui peuvent s'appeler la jussie ou le myriophylle du Brésil, etc., etc. Et donc, on est sur une nature qui est totalement jardinée, que l'on veuille ou non, bien sûr, même si ce mot peut choquer, elle est conduite, gérée, dans des objectifs, d'une certaine manière, elle n'est pas laissée à elle-même. Nous sommes devenus, peu ou prou, malgré nous ou volontairement, quelque part, les jardiniers de la nature, à l'échelle de la planète tout entière même. Et c'est ça qui est tout à fait vertigineux, mais qui nous oblige en quelque sorte et qui nous engage. Voilà. La deuxième remarque que je voudrais faire à propos de ces espaces de nature, c'est l'échelle, d'une certaine manière. Alors ça, c'est une image des marais à hauteur d'homme, cette fois. Oui, simplement l'échelle, pour dire simplement qu'avec une ville qui devient métropole, et une métropole qui s'agrandit, qui devient millionnaire, etc., l'espace construit vient au contact d'espaces de nature toujours plus grands. C'est-à-dire, si vous voulez, ces lisières deviennent de plus en plus vastes quelque part, et d'une certaine manière, ce n'est plus simplement à l'échelle de la ville, ni même à l'échelle de la métropole que l'on doit raisonner aujourd'hui le rapport à la nature, mais bien à une échelle qui nous concerne sur le département tout entier. Aujourd'hui, si vous voulez, Bordeaux et le bassin d'Arcachon, quelque part, il fait partie aussi du bassin de Bordeaux, ou le bassin de Bordeaux fait partie du bassin d'Arcachon, si vous voulez. C'est le même bassin de vie. C'est ça qui est important à saisir. Et donc ça, c'est vrai à l'échelle de tout le département, c'est ce qu'on voit sur cette carte au travers de l'urbanisation qui est représentée. Donc on a une véritable réflexion à avoir à une échelle qui dépasse celle même de la métropole et qui nous engage dans des relations de solidarité, de fonctionnement, etc., qui sont dilatées et donc qui engagent des responsables complémentaires entre Bordeaux Métropole, le département par exemple.
Alors, ce sont des choses qui ont été travaillées dans les SCOT. Ça, c'était vrai, c'était le grand drap de bain qu'on avait dessiné à la main dans les années 90 pour raconter ce rapport de la métropole bordelaise à ces grands paysages de nature, construites, comme on l'a dit, et qui se retrouvent aujourd'hui dans le SCOT notamment. Bon. Je passe très vite. Mais ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ça, c'est toute la question de la méthode. Et si vous voulez, j'ai mis 3 images un peu provocatrices pour soulever le débat. Je pense, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le rapport à la nature, il est aujourd'hui extraordinairement conflictuel. On a des situations très passionnelles entre des aménageurs, entre guillemets, et des écolos, ou entre des bétonneurs et des je sais pas quoi, et des protecteurs, etc., etc. Et si on veut dépasser les conflits très puissants, hein, je pense à Sivins, bien sûr, je pense à Notre-Dame-des-Landes, enfin des situations très paroxystiques, hein, très extrêmes. Si on veut dépasser ces conflits autour de la question de la nature et de notre rapport à la nature, il faut que nous fassions notre révolution paysagère, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à reconsidérer la question du paysage dans des dispositions plus riches et plus complètes que recouvre la notion, mais qui sont souvent réduites. Alors, je vais prendre notamment la question du paysage que l'on confond avec celle du pays, du territoire. C'est pas exactement la même chose. Le territoire, il peut être objectivé pour se rassurer, il peut être exploité pour s'enrichir, etc., etc. Mais le paysage, c'est le territoire tel que perçu par les populations. Et donc il y a une valeur accordée au territoire qui est une valeur sensible, liée à des usages, à des appropriations, et qui dépasse largement le poids que l'on peut donner au mot territoire seul ou au pays, si vous voulez. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi de rentrer dans une démarche de paysage, qui est une démarche de projet de paysage, qui est là aussi une autre forme de retournement, si vous voulez, parce que le paysage peut être considéré naïvement comme la résultante plus ou moins fortuite des actions que l'on a sur le territoire, mais en faisant un projet, on renverse la conséquence en cause commune, en bien commun véritablement, qui nous projette vers le devenir. Et donc ça, c'est une autre forme. Et la troisième, c'est bien sûr, en termes de méthode, c'est de la mettre au cœur de nos pratiques, de nos réflexions, etc. Et c'est cette autre forme de révolution, cette fois qui tourne quelque part autour de la notion de paysage, en la mettant au centre de nos préoccupations, donc ce rapport sensible des hommes avec le territoire qui est la définition même de la notion de paysage. Voilà, merci. Merci Bertrand pour cet aperçu. Je crois que tout le hangar et toute la biennale parlent de toutes ces choses-là en les développant. Alors je vais tout de suite interroger Anne Valric, en tant que vice-présidente de Bordeaux Métropole et élue à la ville de Bordeaux en charge du développement durable. Vous conduisez une politique qui fait des espaces de nature l'opportunité pour une meilleure qualité de vie, meilleure alimentation, meilleure qualité de l'air, meilleure qualité de l'eau aussi, qualité sonore. Donc si je comprends bien, votre mission au sein de la métropole, c'est de donner au patrimoine naturel une valeur économique, de santé publique, de bien-être. Est-ce que j'ai bien compris? Vous pouvez nous en parler? Merci. Voilà, ça marche? Voilà. Oui, pardon. Oui, d'abord, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bertrand Folléa pour dire que je partage complètement sa vision. Hein, voilà. Et maintenant, pour rebondir sur la question, oui, en effet, nous avons au sein de la métropole un grand enjeu qui fait vraiment consensus, qui est d'ailleurs intégré dans notre plan feuille de route, je dirais, consensuel pour les années à venir en termes de gouvernance au sein de la métropole, c'est la haute qualité de vie. Alors c'est vrai que dans la haute qualité de vie, nous avons d'ailleurs voté très récemment, au début du mois de juillet dernier, si j'ai bonne mémoire, notre nouveau plan haute qualité de vie. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui et de cet après-midi, en effet,
la nature, dans une acception large du terme, est l'enjeu, un des 3 enjeux phares que nous avons déclinés au travers de notre plan d'action qui va se dérouler sur les 5 prochaines années. La nature, c'est une vision, dans une vision un peu systémique des choses, telles que Bertrand Folléa voulait bien nous le proposer en termes de méthodologie. Nous avons en effet la chance, et vous l'avez bien mentionné en nous indiquant quelles étaient les différentes typologies, un petit peu de paysage et de nature que nous avions à Bordeaux, et puis en élargissant le cercle, Bordeaux, centre-ville, dans le patrimoine historique, puis après dans les contours de Bordeaux et l'agglomération. En effet, nous avons la chance d'avoir 50%, vous savez, de notre surface à l'échelle des 28 communes de la métropole qui sont constituées d'espaces naturels, d'espaces verts, de zones humides, etc., etc. Il y a aussi, je pense, pour répondre à la question, une très très forte attente. On a parlé tout à l'heure d'agglomération millionnaire. L'agglomération millionnaire, enfin, pour moi, c'est pas un objectif. En soi, ça devient une réalité. Et cette réalité qui est en lien avec l'attractivité retrouvée de Bordeaux et de la métropole, du territoire métropolitain, ça nécessite une densification de l'espace, ne serait-ce que pour des raisons à la fois environnementales, et puis pour des raisons financières aussi, et pour des raisons aussi de meilleure qualité de vie, pour éviter des déplacements pendulaires trop importants, et de gaspiller de la surface du foncier, etc. Cette densité, elle nécessite encore plus un besoin de nature. Quand on interroge nos concitoyens, et ça c'est pas que à l'échelle de Bordeaux, on voit bien que le besoin de nature en ville au sens générique du terme, dans nos espaces urbains ou périurbains, est de plus en plus forte. Et pourquoi elle est de plus en plus forte? Parce que la notion de nature, ça peut être un parc, ça peut être effectivement les berges de la Garonne, le parc aux Angéliques, le parc des Jalles, enfin tous ces espaces-là, les gens se les ont complètement appropriés aujourd'hui. Mais au-delà de ces grands espaces, il y a aussi un besoin de la population pour avoir des espaces de proximité. J'insiste là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que dans la politique que nous avons, à l'échelle de la ville de Bordeaux en tout cas, on veut aussi multiplier les espaces de proximité. Il y a une demande aussi très forte de végétalisation de la ville. Et vous avez commencé à citer pourquoi la présence de la nature, la végétalisation de la ville était importante, pourquoi elle participait à cette notion de bien-être et de bien-vivre dans la ville, d'une façon générale. Vous l'avez cité, vous savez que ça participe, c'est prouvé scientifiquement, à l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui est un enjeu majeur. Il y a un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. On a malheureusement, et on le voit tous les jours en ce moment, malheureusement ces dernières semaines, on est confronté à, je dis pas moi un réchauffement, je dis un dérèglement climatique qui s'accélère, qui malheureusement est irréversible et contre lequel on peut lutter et contre lequel on peut s'adapter en tout état de cause. Et nous le voyons bien à Bordeaux et vous le voyez, nous sommes face à des épisodes par exemple de canicule que nous avons connus en 2003. Puis ça s'est accéléré, ça va s'accélérer, on le sait, dans le futur. Et par exemple, la nature en ville et la façon d'aménager et d'introduire de la nature, de la végétalisation dans l'acte d'aménager et dans l'acte de construire aussi, nous préserve de ces îlots de chaleur. On a fait une étude à Bordeaux sur les îlots de chaleur, leur localisation, et sur l'impact également d'un certain nombre de mesures qu'on a préconisées dans la politique d'aménagement urbain ou de requalification aussi de l'espace public, et où on voit que les impacts sont extrêmement significatif. Quand vous voyez, on a fait une thermographie sur l'ensemble de l'agglo, et on voit que bien entendu, et on pourrait regarder les images qu'on a vues tout à l'heure, quand on est à proximité, par exemple du jardin public, par exemple. On est en période de canicule, quand on est à quelques mètres et même à 300 et même à 500 mètres, on va être à des températures ressenties qui sont de 5 à 8 degrés inférieures à la température que nous avons quelques centaines de mètres plus loin. En revanche, quand vous prenez la température, par exemple, sur des espaces où il n'y a absolument pas de végétisation,
et où en plus, où le sol est complètement imperméabilisé, je pense au pourtour de l'agglomération sur les grandes surfaces commerciales par exemple, vous avez des températures qui, sur les murs de ces grandes surfaces, peuvent avoisiner les 70 degrés. Voilà. La présence de l'eau, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la présence du fleuve, la présence des Jalles, la présence de l'eau, quelle qu'en soit la forme, est aussi un rafraîchisseur naturel, qui est extrêmement important. On n'a pas parlé, peut-être qu'on en parlera, mais j'ai vu qu'il y avait des tables rondes là-dessus. La nature, c'est aussi la présence, et d'ailleurs dans le cadre d'Agora, il y a beaucoup de choses qui sont faites en la matière pour montrer, avoir et donner envie, mais c'est vrai que de réintroduire également l'alimentation, enfin plus exactement de l'agriculture en ville. On avait fait faire une étude, je crois que c'était en 2009, la fameuse étude Quèvremont, qui avait montré qu'il y avait un jour d'autosuffisance alimentaire à l'échelle de la métropole. Ce qui est, par ailleurs, je veux dire, tout de suite on se dit, oh là là, c'est bon. Je veux dire que compte tenu de l'étalement urbain que nous maîtrisons aujourd'hui, mais qui n'a pas été maîtrisé dans le passé, ça ne m'étonne pas. Néanmoins, nous avons un objectif de faire revenir, évidemment, puis une agriculture raisonnée ou bio, évidemment, en ville. Il y a une appétence aussi maintenant de nos concitoyens pour pouvoir avoir des jardins partagés, des jardins familiaux. On les a fortement développés à Bordeaux et dans beaucoup de communes de Bordeaux Métropole. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, sur lequel il y a une forte demande, de même que les AMAP, et je pourrais multiplier les exemples. En tout cas, la nature en ville, la végétalisation, encore une fois, je crois que, et c'est une tendance mondiale, quand on sait que la moitié de la population vit en ville aujourd'hui, que dans quelques années ce sera 75%, il y a ce besoin de retrouver de la nature dans les lieux où l'on vit, et c'est absolument fondamental. Et je terminerai, je ne veux pas être trop longue, en disant que aussi, sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan sociétal, c'est un levier extraordinaire. Et sur un plan économique et sur un plan de l'attractivité, dans toutes les enquêtes qui sont faites, ça devient un levier d'attractivité à l'échelle d'un territoire qui est éminemment important. Donc je pense qu'il faut aussi le considérer sous cet angle-là, de la valeur ajoutée que ça peut apporter dans l'attractivité d'un territoire, y compris sur un plan économique. Merci beaucoup Anne-Valérie pour ces informations. Vous voulez, Madame Ferreira, rebondir tout de suite, et comme ça nous passerons les images de Camille Fallet qui nous montrent un peu l'état des lieux de la nature dans la métropole en deuxième temps. Je vous passe la parole, Madame Ferreira. Oui, merci à vous et merci de l'invitation. Moi, je voudrais un petit peu vous parler d'un exemple concret dans la métropole, un exemple que je connais bien forcément, c'est-à-dire la ville de Blanquefort. Donc, ville de Blanquefort, située au nord-ouest de Bordeaux Métropole, qui détient sur son territoire 2/3 d'espace naturel. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont bien sûr 2/3 d'espace naturel entièrement anthropisés. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, c'est l'exemple d'une ville qui est un petit peu à l'interface entre le Médoc d'un côté et la métropole de l'autre. Ça fait partie de ce qu'on appelle les villes à la campagne, et donc sur lesquelles il y a un certain nombre de fantasmes sur les espaces verts et naturels qui sont particulièrement importants. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande diversité, une présentation peut-être rapide de ce qu'il peut y avoir sur la ville. Quand on parle d'espace naturel, on parle de forêt, le plus difficile en termes de gestion, parce qu'il y a plein de propriétaires différents, tout un tas de lanières, donc avoir une politique de gestion, c'est relativement compliqué. Des marais, des espaces agricoles, des espaces d'élevage, des jalles, etc., etc. Donc, le PLU métropolitain a sanctuarisé ces 2/3 d'espace naturel de manière à ce qu'il reste totalement inconstructible. Ça, c'est le premier levier, effectivement, des pouvoirs publics, afin de pouvoir garantir cette sorte de ceinture verte. Parce que si on regarde, quand on rentre dans Blanquefort, en fait, quel que soit le lieu d'où l'on vient, que ce soit du sud, c'est-à-dire de la partie la plus urbanisée de la métropole, ou même du nord, on a systématiquement un entourage. Alors, un coup c'est les marais, un coup c'est la forêt, un coup c'est la vigne, mais on a une ville un petit peu qui est ceinturée. Et puis à l'intérieur
l'intérieur de la ville, il y a ce que je vais plutôt appeler les espaces verts, c'est-à-dire les parcs plus traditionnellement, qui sont un petit peu le poumon intérieur de la ville, avec des parcs, j'ai envie de dire, de centre-ville relativement traditionnels, et puis des parcs un petit peu particuliers dont je reparlerai tout à l'heure, comme par exemple Majolan ou encore Tanaïs. Alors quand on a comme ça des espaces un petit peu différents, les pouvoirs publics ont forcément des diversités d'aménagement d'abord et de gestion ensuite de ces espaces-là. Avec en tout cas quelque chose qui me paraît important quand même comme une des forces à préserver dans cette diversité, c'est la mise en valeur des paysages ordinaires. C'est-à-dire ne pas simplement considérer le paysage comme étant un lieu particulièrement exceptionnel qu'il faudrait conserver, mettre sous cloche, etc., mais considérer que tous les paysages, même ordinaires, font partie effectivement de ce patrimoine culturel. Et deuxième idée force, c'est pas parce que c'est un patrimoine naturel, qu'on considère comme étant naturel, qu'il faut exclure l'activité humaine. Il faut la réguler, mais l'activité humaine doit y participer. D'ailleurs, effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que tout était de toute manière déjà anthropisé. Donc, à nous maintenant de mettre le curseur à peu près au bon endroit. Donc je vais vous proposer peut-être trois exemples différents un petit peu pour illustrer. Anne-Valérie, vous parliez de la question de l'autosuffisance alimentaire. On a des espaces qui sont voués à l'agriculture. Voilà, première forme effectivement d'anthropisation. Alors quand on parle de Médoc, on pense immédiatement au vin. Oui, il y a de la viticulture chez nous. Oui, l'appellation contrôlée Médoc commence à Blanquefort. Donc on a ces paysages-là de vignes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également de la céréaliculture. Il y a également des espaces d'élevage. Et comment peuvent travailler les espaces publics sur des espaces comme ça? Quand on se sent en difficulté, on demande systématiquement presque l'appui de la SAFER pour une préemption. Lorsqu'on sent qu'il va y avoir un territoire qui va muter et que le futur usage ne sera pas un usage agricole. Donc là, l'idée est de pouvoir préserver l'usage agricole. Et puis, autre exemple d'action des pouvoirs publics, à un moment donné, montrer l'exemple. On a au nord de Majolan un patrimoine culturel, on va appeler ça, une vieille étable du 19e siècle, qui était une étable très moderne pour l'époque. Bref, les pouvoirs publics ont racheté cet espace, ont réhabilité le bâtiment lui-même. Ça, c'est pour l'aspect patrimoine architectural. Mais pour revenir sur notre sujet, cette vacherie, puisque tel est le nom, c'était une étable, donc c'était facile, cette vacherie, puisque tel est le nom, a un double but. D'abord de redevenir une ferme, ce que c'était avant. Alors c'est pas des vaches, c'est un élevage au vin, mais qu'importe, avec donc un agriculteur qui s'est installé, des terres qui sont louées à la ville, avec un bail rural environnemental qui demande donc une certaine gestion de ces prairies d'élevage, pardon, de manière à pouvoir préserver également cet espace-là. Et la deuxième vocation de la vacherie, c'est également de donner à voir les paysages que l'on peut avoir aux alentours et surtout les pratiques, les usages que l'on peut avoir sur ces paysages. Parce que même par moments dans nos espaces périurbains, j'ai encore parfois des petits élèves de Blanquefort qui seraient pas étonnés que les pommes de terre poussent dans les usines, quoi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui les gênerait plus que ça. On n'a pas besoin d'être en hyper centre-ville pour avoir ce type d'éléments. Donc ça, c'est un type d'exemple d'intervention des pouvoirs publics qui s'est fait entre Bordeaux Métropole et la ville de Blanquefort. Donc premier exemple, je parlais des espaces agricoles. Deuxième exemple peut-être le plus connu dans les villes, les espaces verts, les parcs. Alors là, l'enjeu le plus important, c'est effectivement la question de l'appropriation. Alors pour l'appropriation, ce qu'on a fait, c'est que les parcs de centre-ville dont je parlais tout à l'heure, mais ce sont des parcs ouverts. C'est-à-dire dès qu'on a pu enlever les clôtures, les murs, etc., on les a totalement ouverts. Et en termes de gestion, quand on a besoin de replanter, on n'essaie pas de le transformer en paysage extraordinaire, mais on fait des choix d'espèces locales pour pouvoir rester effectivement dans le paysage tel qu'on se l'imagine au point de vue local. Et puis on a deux cas particuliers.
un jardin remarquable à l'entrée sud de la ville qui est le parc de Majolan. Alors c'est pas du tout un parc classique parce que là c'est un petit peu l'exemple de l'alliance du patrimoine culturel avec le patrimoine naturel, étant donné que c'est un parc qui a été entièrement fabriqué au 19e siècle. La légende qui est fausse d'ailleurs, entièrement fausse, mais c'est pas grave, elle est jolie. La légende raconte que le riche châtelain du coin avait une fille neurasthénique qui ne sortait pas beaucoup et qu'il a voulu lui créer un environnement féerique fait d'espaces naturels avec tout un tas d'espèces venant d'espèces d'arbres en particulier venant des divers coins du monde, et il a créé des fausses grottes. Bon, c'est une légende, c'est pas que du tout comme ça que ça s'est mis en place, mais on garde quand même un petit peu l'idée. Donc on a forcément une gestion de ce parc qui ne peut pas être un style de jardin à la française, parce que sinon ça n'irait pas. On serait tout à fait en dehors des clous. Et puis un autre exemple un petit peu entre le culturel et le naturel, sur la partie nord-ouest de la ville, Tanaïs. Alors Tanaïs, culturellement, c'était un petit peu compliqué, étant donné que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été, on parlait de la base sous-marine lors de la première table ronde, ça a été le lieu de repos des sous-mariniers allemands. Donc les Allemands avaient construit une 60aine de maisons qui ont très bien tenu. D'ailleurs, quand il a fallu les détruire, ça a été relativement compliqué. C'était voilà la base un petit peu de repos au milieu d'un espace qui lui se veut plus naturel. Alors là, on l'a ouvert. On l'a sécurisé, notamment en éliminant les ruines d'un certain nombre de maisons de cette époque. Mais là, on a un plan de gestion de manière à faire en sorte qu'on ne tombe pas, on ne fauche pas, on laisse effectivement les différentes saisons se mettre en œuvre. Pas facile toujours pour la population de le comprendre. Et puis, c'est un espace où il y a des activités humaines, mais maintenant on les limite. Parce qu'on essaie de faire attention à une trop forte intrusion humaine. Je terminerai par le dernier exemple sur ce qui peut être des espaces en jeu pour la ville, mais pour la métropole, les exemples de gravières. Alors Blanquefort, ça fait 60 ans qu'on creuse à Blanquefort un certain nombre de gravières. Bon, le maire de Blanquefort a dit 60 ans, c'est bon, ça suffit. Là maintenant, on arrête. Et ce qui est intéressant pour l'avenir, c'est de voir comment on réhabilite derrière ces gravières. Il faut à chaque fois avoir un aménagement différent. Alors, il y a ceux où on va garder les plans d'eau. Mais au départ, il n'y avait que ça. Et l'idée maintenant, c'est de revenir à une vocation agricole. Ce qui est extraordinairement difficile, parce que quand on avait des anciennes zones de maraîchage qui ont été creusées, on ne refait pas comme ça par-dessus notre nouvelle zone de maraîchage. Ça, c'est particulièrement difficile. Et puis, quand il y a des plans d'eau, ces plans d'eau, qu'on puisse les rendre aux habitants, avec notamment un projet sur le lac de Padouins, donc lac totalement artificiel, c'est une gravière qui appartient à Bordeaux Métropole, avec les associations de la ville nautiques non motorisées qui vont pouvoir s'y installer. Et la demande à un moment ou un autre, là c'est plutôt sur les Flamands, de travailler avec une paysagiste de manière, dans la continuité de la réserve naturelle de Bruges dont vous parliez, de faire simplement des espaces de promenade, en créant un belvédère, en créant des espaces où on ne va pas, mais que l'on puisse observer, histoire qu'il puisse y avoir une continuité. Donc voilà un petit peu les exemples que je voulais vous donner. Peut-être pour conclure mon propos, dire que peut-être un des gros enjeux de cette diversité d'aménagement entre les pouvoirs publics et les habitants, mais c'est l'appropriation par les habitants d'espaces naturels qui ne sont pas des jardins à la française. Je reprends un petit peu cette expression-là parce que vous savez que quand on se met à parler de tons différenciés ou de choses comme ça, on a très souvent une réaction négative des habitants qui nous expliquent que c'est laissé à l'abandon, c'est sale, c'est pas entretenu, on paie des impôts, donc on a droit à quelque chose de tondu comme c'était avant. Et là, il y a une idée de patrimoine un petit peu qui revient. Alors, peut-être moi une réflexion que je me suis faite avec le titre de la table ronde sur l'idée de patrimoine naturel. Le patrimoine, c'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Mais pourquoi le patrimoine, ça serait pas aussi ce qu'on va transmettre à nos enfants, notamment dans nos gestes du quotidien, et peut-être en interpellation de notre témoin, que ce patrimoine naturel, vous savez qu'il y a beaucoup d'habitants qui aiment les espaces verts et qui ont une attention particulière pour leur devant de porte. Quand on parle de gestes du quotidien, on a peut-être des possibilités de transformer petit à petit ces devants de porte en nouveaux types de patrimoine pour nos enfants. Là, on a encore effectivement un petit peu de travail.
Merci Véronique Ferreira pour ces beaux exemples. On voit bien toutes les pépites. Je vois Anne-Valérie qui lève la main et je vais lui du coup lui redonner la parole. Alors il faut qu'on soit bref quand même parce que c'est tonique aujourd'hui et on est serré, mais c'est très intéressant je ce qu'on sais, entend. non, je voulais juste... non, pas du tout. Non, Véronique Ferreira était excellente en donnant des exemples concrets. Je rebondis sur ce qu'elle disait en dernier lieu et je souscris totalement à ça. Je voudrais dire simplement quelque chose. Quand on a fait à Bordeaux depuis quelques années, et on l'a étendu maintenant la possibilité à la métropole de végétaliser, que les habitants, avec l'aide des services, puissent végétaliser devant leurs portes. À partir du moment où vous avez de la végétation que vous avez choisie, avec des plantes non invasives, etc., et bien à condition que vous entreteniez vous-même ce qui est planté devant votre maison. Vous allez voir qu'on n'a plus ce problème, Véronique, parce que les gens, à partir du moment où ils ont planté devant chez eux, ils comprennent. Ils ont été complètement, il y a une pédagogie qui a été expliquée. Nous, par exemple, à Bordeaux, sur la ville de Bordeaux, l'abandon de produits phytosanitaires ou des engrais chimiques, des machins, etc., pour l'entretien des parcs et jardins, c'est zéro. Enfin, il n'y a plus aucun produit chimique, insecticide, machin, etc. Bon. Et quand on explique aux gens et quand on leur fait signer la charte du jardinier écolo, je ne sais plus qu'on l'appelle ça, éco-citoyen, quand on plante à leur demande devant leur porte des plantes, etc., vous allez voir qu'ils changent complètement. Ils deviennent acteurs de cette nécessaire transition. Vous voyez ? Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a quand même des outils qui existent et des moyens aussi pour les faire adhérer à cette démarche. Oui, juste une autre piste, c'est l'ouvrage dont on a entendu parler hier à Station Ozone, qui est l'ouvrage rédigé par Suzanne Eliasson et son équipe sur le travail qui a été fait à Codéran avec Michel Courajou, où on trouve dans la troisième partie tout un tas de petites idées simples, justement pour participer à la qualité du paysage urbain, en végétalisant les clôtures, le jardin de devant, etc. Alors, passons maintenant la parole à Camille Fallet, qui est photographe et que j'ai voulu inviter ici parce que il a fait une forme d'état des lieux très très rapide des paysages métropolitains. Donc j'aimerais qu'il nous raconte un peu comment il a procédé assez rapidement, mais surtout je crois qu'il nous a proposé un pot pourri assez rapide qui va nous emmener dans ces paysages dont on parle mais qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. Merci Camille. Alors, bonjour. Oui, en fait j'ai réduit le livre au tiers. Donc c'est un livre de 496 pages qui essaye de raconter le territoire de la métropole. Alors c'est pas stricto sensus la métropole, puisque par exemple là on était à Saint-André de Cubzac et on regardait Bordeaux. J'ai essayé de traiter de la très grande échelle à l'échelle la plus modeste, avec une espèce d'approche d'abord par les grands paysages, le fleuve, enfin la Garonne et la Dordogne, puis la Gironde, et ensuite on descend à l'échelle de la rue, et donc après c'est plus historique, la ville de pierre, la ville de béton des années 50, 60, la ville de Crépy, pavillonnaire, qui fait l'essentiel finalement de la métropole, et puis la ville de plaquage aujourd'hui. Puis je suis ensuite descendu jusqu'à une échelle qui est celle de la végétation, mais plutôt des jardins privés ou de la plante pionnière. Voilà, en gros le projet. Donc le livre est fait d'énormément d'images, il y a 2000 images dans le livre, et elles n'ont aucune légende. Et donc c'est une tentative visuelle de représenter une ville. Après, là on est un peu sur les grands paysages et les repères du paysage, donc voilà, les grands objets métropolitains. Moi, dans la discussion, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre territoire et paysage. Le territoire, pour moi, c'est ce qu'on administre. Et le paysage, c'est finalement dans un sens qui échappe à l'administration. C'est-à-dire comment les gens s'emparent de leur environnement. Je sais pas, peut-être vous voulez que je commente les images plus.
Je pense qu'on peut les regarder. Je pense qu'elles font écho à des choses qu'on s'est dites tous ensemble et que voilà, se taire un peu ensemble en regardant les images, c'est pas si mal aussi. Une chose, c'est tout à l'heure on a vu d'autres images. On a donc vu des images des grands ensembles paysagers de la métropole. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces qu'on sait encore, je trouve, mal qualifiés. J'étais intervenu sur un atelier à l'école d'architecture de Marseille, un travail de cartographie, de photographie avec les étudiants. Et on avait essayé de travailler sur la nature en ville et de faire une carte de la métropole, ex-Marseille métropole, sur la nature qu'on ne savait pas qualifier, c'est-à-dire tout ce qui est bord de route, jardin privé. Et en fait, on se rend compte que c'est une surface considérable de nos espaces. Et c'est vrai que peut-être c'est ces échelles-là qu'il faut arriver à percevoir et sur lesquelles il faut travailler. C'est vrai que l'exemple de Codéran hier était intéressant sur la cité jardin. Je suis désolé, je suis pas là. Non, continuons à regarder. Est-ce que à travers ces photos, à travers le travail de ces photos, votre perception de Bordeaux a changé? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce que vous connaissiez de la métropole bordelaise avec les préjugés avec lesquels vous êtes arrivé, et est-ce que ça a changé votre manière de voir? Oui, alors d'abord je connaissais essentiellement le centre de Bordeaux, je connaissais assez peu la métropole, donc forcément. Après, par exemple, quand on monte sur les points hauts, ce que je disais hier à la station Ozone, quand on monte sur les points hauts de Bordeaux, en fait, ce qu'on voit, c'est essentiellement la canopée des arbres qui recouvre en fait le bâti, qui est plutôt à plat, qui est plutôt du lotissement. Et quand on est au niveau de la rue, en fait, on est confronté plutôt à une densité de lotissement. Et puis, ce sont des lotissements qui sont complètement fermés, c'est-à-dire que les gens ont tendance à construire des murs, à même rehausser des murs, à faire des haies, Après, je peux comprendre les raisons pour lesquelles ils le font. Mais c'est vrai que du coup, ce sont des espaces qui sont des juxtapositions d'espaces privés et qui ont assez peu de cohérence entre eux, finalement. J'ai un exemple, c'est à Saint-Médard, d'un lotissement où, en fait, il reste une espèce de partie. Donc, les lotissements ont été construits sous des pins. Et il reste une espèce de résidu de forêt derrière les jardins. Et en fait, tous les jardins se sont barricadés sur cet espace qui est commun, qui pourrait être en fait un espace partagé par les habitants. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'est apparu dans la métropole ici, mais qui n'est pas que propre à Bordeaux. Je viens de Marseille. Les zones périurbaines à Marseille sont aussi extrêmement barricadées. Bon, espérons que les photos, effectivement, nous permettront de percevoir ces opportunités autour du patrimoine naturel. Alors, on peut continuer à passer les photos et demander quand même tout de suite, parce que je crois qu'on a pris un peu de retard, à Bertrand Folléa de nous faire une conclusion très resserrée, comme il sait faire, en écho à ce qu'il nous a donné comme piste tout à l'heure. Merci Bertrand. Oui, je vais être rapide. Mais en fait, je vais être rapide parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ressort clairement de nos interventions réciproques. C'est la dimension, je dirais, du quotidien. C'est-à-dire, en fait, ce à quoi nous avons contribué chacun ou chacune d'entre nous, c'est à mettre en garde, d'une certaine manière, contre la vision d'un patrimoine qui serait un peu éloigné, d'une certaine manière, de la réalité de la vie des gens. Ça renvoie très très bien à la notion de paysage comme territoire perçu, tel que perçu par les populations, vécu, approprié par les gens, etc. Donc je pense qu'effectivement on a un chemin qui s'est parcouru du grand patrimoine UNESCO, etc. l'année dernière dans les débats que vous avez pu avoir, jusqu'au devant de porte quelque part qui est mais comment je m'approprie d'une certaine manière et comment je suis capable de construire
et donc de fabriquer d'une certaine manière ce qui va être digne d'être transmis aux générations futures, qui est effectivement la question du patrimoine. Donc ça fait un champ certainement de réflexion qu'il faudrait qu'on investisse plus pour qu'on s'interroge sur les freins d'une certaine manière aussi. Je pense que ce serait très intéressant de regarder qu'est-ce qui freine aujourd'hui le fait qu'on n'arrive pas toujours à construire les espaces de vie quotidiens comme dignes d'une certaine manière d'être transmis. Au contraire, on produit énormément de banalités, on dégrade, on appauvrit d'une certaine manière le vivant, qui est en fait le vrai patrimoine dont on a parlé aujourd'hui, c'est plutôt celui du vivant, y compris avec les hommes dedans, c'est-à-dire comme animal faisant partie des autres de la vie généralement. Voilà, donc ça c'est certainement un sujet qu'il va falloir qu'on pousse au travers de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que oui. Merci à vous quatre pour ces propos. On peut les applaudir plus fort. On va enchaîner avec la troisième table ronde qui concerne le patrimoine domestique, avec un titre réinventer le patrimoine domestique. Alors on accueille pour en parler comme grand témoin Myrto Vittard, et je vais demander également à Gilles Capot, adjoint au maire de Pessac en charge de l'urbanisme, de nous rejoindre. Le voilà, et à Alain Charrier. Bonjour. Vous pouvez vous installer où vous voulez, près des micros. Alors du coup, il y en a 2 ici. Voilà, vous en prenez un chacun. Ici. Et quand vous ne parlez pas, vous le laissez éteint. Alors, bonjour à tous. Le troisième sujet patrimonial métropolitain que nous avons identifié, c'est la question du patrimoine domestique. Et pour nous accompagner sur ce thème, j'ai invité Myrto Vittard, qui connaît pas bien la métropole bordelaise, mais qui connaît bien le patrimoine domestique, puisqu'elle avait fait partie du jury de l'appel à idées Échoppe en 2006 pour la 2e édition d'Agora. J'en dirai pas plus, je vais laisser Myrto nous donner ses pistes de réflexion. Bonjour. Vous m'avez demandé dans un premier temps de décrire les grandes lignes du patrimoine métropolitain. Moi, je dirais que ce patrimoine, il s'est construit sur une histoire qui est une histoire initialement portuaire, industrielle. Il s'est construit aussi sur une géographie avec une terre où l'eau affleure. Et ce qui a produit une particularité vraiment très spécifique de ce territoire, c'est le fait que le bâti s'est construit sous forme de maisons très basses, en fait, principalement des rez-de-chaussée ou des R+1, de manière à pouvoir bénéficier de fondations superficielles. Donc ça, c'est une grande caractéristique qui concerne, je dirais, non seulement Bordeaux, mais également les communes environnantes qui forment la métropole. Mais par ailleurs, dans le même temps, chacune des 28 communes s'est développée autour de bourgs anciens. Et donc, chacune a produit une identité propre, et ce qui fait une très grande richesse de ce territoire, comme on a pu voir au travers des précédentes interventions. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors, je serais absolument, incapable, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et en plus de ça, parce que la plupart d'entre vous ici connaissent ce patrimoine beaucoup mieux que moi, je serais incapable de vous le décrire, disons, dans le détail, mais peut-être par contre citer pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les grandes lignes, citer quelques grandes caractéristiques. Je commencerai bien évidemment par les échoppes, qui sont à la base des lotissements qui ont été construits de toutes pièces à partir du XVIIIe siècle, qui ont pour particularité d'être très proches du centre-ville. Ici, à Bordeaux, elles sont juste derrière les cours, et elles vont jusqu'au boulevard et encore au-delà. Ces échoppes sont des petites maisons
assez étroites pour les échoppes simples, à peu près 5-6 mètres de large, 8-10 mètres pour les échoppes doubles, 10-12 mètres de profondeur, et ensuite elles étendent les usages privés sur un intérieur d'îlot avec des petits jardins. Et leur caractéristique, c'est qu'elles sont à l'alignement et que leurs façades sont en pierre. Donc ça fait des très beaux ensembles, très typiques, que l'on retrouve également dans d'autres communes, par exemple également à Pessac, à Mérignac, mais aussi à Bègles. Bon, et je dirais dans tout ce secteur sud-ouest de Bordeaux. Alors nous avons ensuite, au-delà de ce secteur assez constitué, assez continu, même très continu, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, on retrouve un paysage urbain plus distendu, plus diversifié. Et l'exemple de Codéran, vous avez fait une visite apparemment hier à Codéran, c'est ça ? L'exemple de Codéran qui est présenté en bas, et j'en profite pour saluer la mémoire de Michel Corajou, le travail qu'il a fait sur Codéran, qui consiste à imaginer une densification de cette ville, donc qui intègre toutes les composantes de la métropole, un peu, je dirais un peu décentrée, donc tout type de bâti, que ce soit de la maison individuelle, de la maison de ville, du petit immeuble de rapport ou des grands ensembles. Et il en a imaginé les possibilités d'extension en se basant sur une trame végétale renforcée qui redonne une unité à la ville. Donc voilà, on trouve ce type de paysage. Ensuite, on trouve évidemment beaucoup de lotissements de maisons individuelles, je dirais, plus typiquement française, la maison plantée comme un poireau sur sa parcelle. Et bien entendu, on trouve dans cette région ici également les grands domaines avec les châteaux, leurs vignes, les demeures au bord des fleuves, les manoirs, les chartreuses, toute une richesse patrimoniale, domestique aussi, mais disons déjà d'un autre niveau. Alors, il existe quelques exemples pour revenir au patrimoine domestique plus, je dirais, populaire. Il existe enfin quelques exemples historiques d'intervention expérimentale, donc qui concernent vos deux territoires, qui sont, je ne ferai que les citer parce qu'on en parlera tout à l'heure, vous en parlerez, qui sont l'intervention de Le Corbusier donc à Pessac, et également la Cité des Castors à Mérignac, qui sont des lotissements ouvriers à la base, qui le sont restés d'ailleurs pour certains et pas pour les deux, je pense pas. Et à la base, c'est le lotissement ouvrier. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis architecte, j'ai bien en écouté tout ce qui s'est dit précédemment dans les débats antérieurs. On a beaucoup parlé du végétal et de la façon dont les villes de plus en plus chercher à retrouver l'idée de nature, mais néanmoins, il est annoncé ici, dans la métropole, une métropole à 1 million. Actuellement, vous êtes 720, 730, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ce qui suppose quand même, dans les années à venir, une densification de l'ordre de 25%, si mes calculs sont bons. Et si cette densification doit se faire sans toucher aux espaces, je dirais, plantés, naturels, elle se fera obligatoirement sur les espaces bâtis. Il n'y a pas de solution, je ne vois pas d'autre solution. C'est ou l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Donc, tout ça veut dire quoi? Parce que, bon, je pars du principe, bien évidemment, qu'on n'imagine pas étendre encore une fois la métropole plus loin, et donc j'imagine que vous entendez plutôt densifier la métropole sur son emprise actuelle. Alors ça pose la question de la fragilité de ce petit patrimoine, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais tout le monde le sait, mais néanmoins, les échoppes, par exemple, sont incluses aujourd'hui dans le périmètre de protection de l'UNESCO. Mais est-ce que cela garantit pour autant leur
leur pérennité. Ce n'est pas certain. Pourquoi ? Parce que le périmètre de l'UNESCO garantit un ensemble, tandis que il s'agit là d'un patrimoine domestique, privé. Donc, qui dit domestique dit que c'est un patrimoine que l'on peut se transmettre, que l'on peut également échanger, que l'on peut transformer, dans la limite évidemment du PLU et dans la limite du Code civil, je suppose, mais qu'on peut transformer. La preuve qu'il est vivant, donc c'est sa force aussi, mais c'est aussi sa fragilité. Et pourquoi ? Principalement d'ailleurs pour les échoppes, c'est probablement moins vrai à Pessac, encore qu'à Pessac, le patrimoine soit carrément beaucoup plus, je pense, pérennisé. Enfin, je parle de l'opération de Corbu uniquement. Mais les échoppes, elles ont une marge de transformation possible. Or, ce qui fait, à mon sens, la véritable qualité de l'échoppe, ce n'est pas le bâtiment lui-même, l'échoppe elle-même, avec son petit mur de pierre, avec sa petite maison, son petit jardin, ce n'est pas elle qui fait la beauté du secteur des échoppes, mais bien la répétitivité inexorable du système et la production d'une urbanité quasi théâtrale, où comment une petite construction domestique arrive à produire un espace public absolument extraordinaire. Or, on voit très bien que si la diversification et l'individualisation et l'expression de l'individualité de chacun atteint ces échoppes, en tout cas pour les quartiers qui sont encore très cohérents, à ce moment-là, naîtra quelque chose probablement de très intéressant, mais ce ne sera plus ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des échoppes. Donc voilà, ma question, elle était donc... Alors il existe certainement des façons d'étendre les échoppes. Par exemple, les échoppes, c'est un principe horizontal, dans une ville horizontale. On connaît des exemples qui ont été faits, par exemple, dans les années 65, d'urbanisme à l'horizontale. Je pense par exemple au système de maisons en bande, des maisons patio de Chermaïev dans les années 65. Ce sont des maisons qui font 5-6 mètres de large sur 35 mètres de long et qui incluent l'espace extérieur, le jardin à l'intérieur. Ça voudrait dire une extension horizontale de la maison, ce qui est en partie prévu, mais peut-être pas de façon aussi excessive dans le PLU, qui prévoit plutôt une extension à côté de la maison, mais pas en fond de jardin, sauf erreur. Mais là, il pourrait y avoir une densification quand même possible horizontale. Évidemment aussi peut-être une densification verticale selon les secteurs. Je pense que là, il y a un travail qui est en train d'être fait pour essayer justement de déterminer comment cela peut se jouer. Alors, je voudrais parler ensuite, dans les autres secteurs, on a vu par exemple, et Codéran en est un exemple de comment on peut redensifier la ville intelligemment selon les spécificités de chaque endroit. Néanmoins, le véritable outil de densification de la ville, ce seront les opérations de logement, je dirais, collectifs, où on peut atteindre des densités nettement supérieures, parce que l'échoppe n'est pas totalement nulle en densité. Elle doit faire entre 80 et 100 logements à l'hectare, alors que dans les lotissements, je ne sais pas à combien on arrive, mais peut-être 15, 20 maisons à l'hectare, quelque chose comme ça. Donc on voit bien que c'est quand même, l'échoppe a quand même une véritable capacité d'absorber une certaine densité, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui on pourrait construire avec du logement collectif, où on pourrait atteindre entre 300 et 400 logements à l'hectare. Et alors là, je voudrais poser une question qui reste ouverte. On voit bien qu'il y a déjà beaucoup de choses se construisent ici dans les territoires qui récupérés sur d'anciens sites industriels, mais je voudrais poser la question de quelle façon ce qu'on construit aujourd'hui pourra constituer dans ces opérations denses de logement, sera capable en fait de constituer demain un patrimoine pour nos enfants. Et donc, y a-t-il dans ces opérations nouvelles la qualité suffisante
les conditions suffisantes de qualité. C'est vraiment une réflexion que j'aimerais ouvrir beaucoup plus large, qui ne concerne pas que les architectes, mais beaucoup les pouvoirs publics, en ce sens que ce sont les pouvoirs publics qui gèrent généralement le foncier, et que le foncier, il y a des équations qui se font, voilà, et aussi le pouvoir public, alors à un niveau plus, national. Les réglementations qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à faire des logements collectifs, des logements désirables, aptes à faire en sorte que les gens finalement n'aient pas pour seul objectif d'habiter une maison individuelle avec son petit jardin, mais qui puissent désirer habiter des véritables beaux logements collectif, dans une pensée, maintenant intelligente de ce que peut être notre futur, notre vie en société. Le logement collectif offre également beaucoup de choses que ne procure pas le logement individuel. Donc il y a vraiment, on parle beaucoup de ces endroits qui sont adorables et très charmants à vivre, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui de constituer un patrimoine désirable, durable pour la métropole future. Et j'en profite pour vous passer la parole et vous demander ce que vous, élus, vous prévoyez sur vos propres territoires. Parce que voilà, je vous renvoie la patate chaude, comme on dit. À vous, Gilles Capot. Merci. Oui, l'intervenante précédente me coupe un peu l'herbe sous les pieds parce qu'elle a fait un exposé très brillant qui explique bien la composition du territoire girondin. Et c'est vrai que du métropolitain, et à l'écouter, j'ai eu effectivement l'impression que elle décrivait Pessac. Pessac, c'est effectivement une ville qui s'est constituée par une sédimentation de formes urbaines et notamment de formes d'habitat individuel que l'on retrouve dans l'agglomération métropolitaine, bien entendu, avec quelques particularités. C'est effectivement d'abord la présence des grands territoires viticoles prestigieux. On vient de fêter les 30 ans de l'appellation Pessac-Léognan. Et donc, c'est un élément très important de la composition de la ville, avec une vigne qui est devenue urbaine. C'est aussi l'existence effectivement de nappes d'échoppes, vous les avez évoquées, avec quelques particularités dans le vieux Pessac, des échoppes qui sont constituées à partir de maisons de vignerons, d'ouvriers agricoles qui étaient évidemment infiniment plus modestes que les châteaux et que même les échoppes que l'on connaît à Bordeaux par exemple. On a aussi toute cette ville, ces quartiers qui sont constitués, les quartiers de villégiature, correspondent à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, qui sont des maisons un peu rococo, qui sont construites un petit peu sur le modèle de ce qui existe à Arcachon et qui étaient destinées aux bourgeois bordelais qui venaient prendre l'air à Pessac depuis Bordeaux. Alors, vous voyez, la notion de distance a changé, pour profiter de l'air balsamique de Pessac, puisqu'il y avait beaucoup de pins et d'espaces naturels. Pas persuadé que l'air soit aussi pur aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, il y a également donc la cité Frugès, évidemment, qui est ce geste tout à fait impressionnant de modernité encore aujourd'hui, et qui date des années 30. Il y a les castors, vous les avez évoqués à Mérignac, mais il y en a aussi à Pessac. Pessac est finalement un phénomène d'autoconstruction organisé qui a permis à des ouvriers effectivement de construire leur propre logement. Et tout alors bien sûr les grands quartiers, les quartiers de Tours et de Bar que nous connaissons aussi, mais aussi les paysages de lotissement. Donc toute cette sédimentation finalement donne une identité à notre ville. Et toutes ces formes urbaines sont enchâssées dans un paysage, dans une structure paysagère qui est marquée par des grands arbres, par une présence végétale très forte. Et elle recouvre d'ailleurs
un peu cette organisation géographique recouvre d'ailleurs une sociologie avec de nombreux syndicats et comités de quartier très jaloux de l'identité de leur quartier et qui s'identifient évidemment au Castor, au quartier du Casino. Et donc le travail qui est fait sur le patrimoine domestique doit l'être en relation avec ces syndicats et comités de quartier. C'est d'ailleurs ce que nous avons décidé. Nous avons décidé de recenser tout un patrimoine qui aujourd'hui n'apparaît pas finalement dans les documents d'urbanisme, dans le PLU, en nous appuyant sur la Fédération des quartiers, PESAC, de manière à avoir un relevé exhaustif. On a par exemple, on avait encore récemment 300 maisons sur PESAC qui étaient des maisons constituées sur le modèle dit arcachonné, avec des pignons directement perpendiculaires à la voie, avec des éléments de modénature en bois. Enfin, tous ces éléments-là demandent à être recensés. Je crois que c'est d'abord le travail de l'élu pour se poser la question après de qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on peut tout conserver? Alors évidemment, on est en but aux syndicats et aux comités de quartier qui sont très attachés à leur patrimoine. Mais évidemment, nous sommes obligés, nous, de composer avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'agglomération de Bordeaux, c'est-à-dire un renouvellement urbain, une attractivité renouvelée, et alors à Pessac, on parle même d'une arrivée massive de Parisiens. Évidemment, il y a un peu de fantasme là-dedans, parce que la LGV rapproche, il y a une gare à Pessac, donc ça met les Parisiens à 2h05 de Pessac. Donc il faut raison garder, évidemment, mais considérer que ce renouvellement urbain, et ce renouvellement de population, qui n'est pas forcément corrélé avec le renouvellement urbain, qui est lié tout simplement à l'évolution des pyramides d'âge, des pyramides démographiques, il faut amener ces nouveaux arrivants, ces néo-pessacais, à connaître ce patrimoine. Je crois que c'est essentiel, et à les accompagner quand ils achètent par exemple une échoppe, pour éviter que des choses un petit peu définitives arrivent. C'est-à-dire que on connaît tous le problème de l'ouverture des fenêtres des échoppes, qui sont souvent transformées en volets roulants, alors qu'on a des ouvrants à la française au départ, avec des fenêtres qui font 2 sur 1, qui sont des espèces de meurtrières comme ça, mais qui donnent son rythme aux façades. Donc, essayer d'accompagner les acquéreurs, essayer d'accompagner aussi les successeurs, parce qu'il y a aussi les successions, c'est un patrimoine privé, vous le signaliez tout à l'heure, il est donc soumis aux aléas du marché immobilier, et en même temps s'en inspirer parce que on se rend compte que dans une ville comme Pessac, ce qu'on appelle l'urbanisme de dents creuses, c'est-à-dire ces fonciers qui sont inscrits déjà dans des nappes urbaines constituées, on a besoin, dans cet urbanisme-là, de rester à l'échelle du quartier et de proposer, aussi bien en volume et en emprise, et de proposer finalement des références, des systèmes de référentiels qui gardent l'harmonie du quartier. Alors on évoquait par exemple ce qu'à Bordeaux on appelle le jardin d'apparat, c'est-à-dire le petit jardin qui est devant le traitement des clôtures, le traitement de l'espace vert, pour essayer de garder la qualité de ces quartiers et garder finalement une identité, tout en acceptant évidemment que cette identité accepte une mutation. Voilà un petit peu l'expérience d'élu que je pouvais évoquer. Merci Gilles Capot. Je vais interroger maintenant Monsieur Alain Charrier, qui est président du CAUE, Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement, et également conseiller municipal à Mérignac, où il y a comme à Pessac des cités Castor. Alors vous nous direz ce qu'il en est à Mérignac. Je voulais que vous nous parliez aussi de la façon dont le CAUE intervient en fait auprès de ces particuliers. C'est à vous. Merci. Oui, bonjour à tous. Bon, mais d'abord, le CAUE effectivement est un organisme départemental
qui accompagne gratuitement, ça je tiens à le préciser, aussi bien les particuliers que les collectivités. Et il intervient surtout sur la qualité de l'environnement, de là où ils vivent, et on est là pour leur donner des conseils. Alors on a plusieurs moyens pour ça. On a deux grandes missions qui sont d'un côté le conseil et la sensibilisation. Et puis on a un autre outil qui est, je dirais, on se saisit de sujets quand on les rencontre. Alors le conseil aux particuliers, d'abord il faut savoir qu'en Gironde, parce que moi je vais sortir un petit peu du départ, enfin un petit peu de la métropole, mais en Gironde on a une soixantaine de points de contact qui se trouvent en général dans les mairies et où les particuliers peuvent venir rencontrer nos architectes et leur demander des conseils sur à la fois le bâti qu'ils veulent construire, sur les matériaux employés, sur l'implantation même de la maison, à la limite sur le terrain, sur comment rénover aussi ce qu'ils possèdent et quelle est la volumétrie. Parce qu'on peut rénover, on peut faire des extensions, mais quelle volumétrie on peut avoir sur une nouvelle maison. Et c'est au cours de ces permanences qu'on va conseiller les particuliers, mais qu'on va aussi se saisir des fois de sujets. Par exemple, aujourd'hui, la division parcellaire, c'est un sujet qu'on traite depuis 5 ans, en profondeur, avec les collectivités. On a des formations où on vient effectivement aider les élus que nous sommes, puisque de temps en temps je suis aussi élu, pas que président du CAE, et on vient aider les élus sur la division parcellaire qui est aujourd'hui en train de complètement transformer le paysage urbain et qui est un véritable enjeu. Donc, à côté de cette mission de conseil, on a aussi une mission de sensibilisation. Et là, on a créé plusieurs outils. Le premier, c'est que on a fait au travers de deux livres qu'on peut acheter. Je fais un peu de publicité, ma directrice sera contente, qui sont ici en vente, qui sont édités au Festin, et Elodie est juste en face de moi, qui sont édités au Festin. On a édité deux livres qui reprennent effectivement les maisons girondines et les différents types de maisons qu'on peut trouver sur l'ensemble du département. Alors, on a pris ce qui est le plus caractéristique et vraiment on a essayé d'analyser au travers ces livres et sensibiliser les Girondins sur leur environnement et sur la qualité architecturale de ces maisons. À côté de ça, on a créé un observatoire qu'on peut trouver, qui est en ligne, au travers duquel on va repérer les maisons. Il y a une véritable caractéristique architecturale ou alors qui ont une mission particulière ou qui dans leurs usages va créer quelque chose. Et ça, c'est un outil qu'on peut les consulter régulièrement, qu'on va trouver, et qui va permettre aux Girondins de se sensibiliser à cette architecture et de savoir pourquoi effectivement c'était construit comme ça. Et puis, troisième outil qu'on s'est donné, c'est un concours, c'est un grand prix qu'on a créé, qui s'appelle le label Curiosité. Et la particularité de ce label, c'est qu'il est décerné par des particuliers à un architecte. Donc, une fois par an, on lance un appel à candidature aux Girondins et on a une centaine de personnes qui répondent tous les ans. Et on va sélectionner un jury. Et pendant tout un week-end, on va transporter ces gens pour visiter un certain nombre de maisons. On est sur le domestique. Alors, une année, c'était les extensions. Une autre année, ça a été, je suis en train de reprendre mes fiches, ça a été l'habitat intermédiaire. Et donc, à la fin de ce week-end-là, ils vont se réunir avec des conseillers, ils vont discuter, et ils vont décerner un label. Ils vont décerner un grand prix qui est remis après à un architecte. Et l'intérêt, c'est que cet architecte, après, va pouvoir dialoguer avec ce jury, leur expliquer pourquoi il a construit de telle et telle manière. C'est intéressant parce que c'est un œil du particulier, donc c'est pas un œil professionnel qui est là pour juger, mais c'est vraiment l'œil du particulier. Et c'est la rencontre entre ce qu'a voulu faire l'architecte et ce que pense le particulier ou demande d'explication. Et puis je vous disais, au travers de nos permanences ou des fois au travers des rencontres, on se saisit d'un certain nombre de sujets, et c'est le cas sur Mérignac avec les castors. Alors les castors, vous l'avez dit, c'est un mouvement coopératif qui s'est créé dans les années 50, enfin à la fin de la guerre. Il y a eu les castors, mais il n'y a pas eu que les castors, il y a eu les chalandonnettes aussi, qu'on oublie un peu.
mais qui sont moins connus et qui est peut-être de moins bonne qualité. Mais on en trouve encore sur Gradignan, je crois, des chalandonnettes. Et donc, ce mouvement ouvrier, c'était je donne du temps libre pour pouvoir créer ma propre maison, mais surtout, je donne du temps libre aux autres, et les autres viennent me donner du temps libre. Et donc, c'est la première forme de coopération, réellement, pour construire sa maison. Et donc, ce quartier-là s'est construit sur Mérignac. Il y a 80 maisons qui sont construites. Il y en avait 70 qui étaient simplement des petits pavillons. Et puis, il y en avait 10 qui étaient jumelés avec un étage. Caractéristique de ces maisons, c'est qu'elles avaient des toits en pente, c'était de la tuile romaine, c'était des avant-toits, c'était un certain nombre de caractéristiques, des petits jardins aussi privatifs. Et ça a vécu très bien, mais le renouvellement de la population a fait que, eh bien, ce quartier-là, ça s'est vendu. Alors des fois, ça s'est vendu en famille. C'est des gens qui avaient vécu là. Moi, je connais pas mal d'enfants qui ont construit avec eux, avec les parents, la maison et qui ont racheté la maison pour pouvoir y vivre aussi. Il n'empêche que il y a quelque temps, il y a des habitants qui sont inquiétés parce que ces maisons étaient transformées et ils avaient peur de perdre l'âme de ce quartier. Donc, il s'est créé une association qui s'appelait Villa Castor. Et l'année dernière, à l'Assemblée Générale, j'avais été invité avec le maire de Mérignac pour participer à l'Assemblée Générale. Et là, il y a eu des grandes discussions qui se sont lancées en disant il ne faut pas toucher, il faut sanctuariser, il faut... Et là, moi, j'aurais proposé autre chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se saisit des fois un peu bizarrement. J'aurais proposé de travailler avec eux, que le CIE travaille avec eux, pour effectivement définir qu'est-ce qui caractérisait effectivement ce quartier-là, comment il pouvait évoluer, parce que c'est bien d'avoir un quartier, mais l'urbanisme n'est pas quelque chose qui est figé. Et donc, quand on reconnaît un quartier, on sait comment le faire évoluer aussi. Ça, c'est un des grands principes qu'on a au CIE. Donc, c'est ce qu'on a voulu impulser. Donc, on a fait toute une étude avec eux sur les caractéristiques de ce quartier-là. Au mois de juin, on a rendu nos conclusions à cette association. On a confronté l'existant de ce quartier et on l'a confronté au PLU. Et là, on s'est rendu compte que le PLU sur Mérignac, comme dans toutes les communes, eh bien, il va donner un certain nombre de caractéristiques. La hauteur, il va donner, si on doit être comment ça s'appelle, en front office, enfin, je veux dire front office, ça c'est une déformation professionnelle. Ça doit être en front juste auprès du trottoir, en recul, pas en recul. Enfin, il donne ce type de précision. Il donne aussi la grandeur des terrains minimums sur lesquels on peut construire. Mais sur les caractéristiques même des maisons, il n'en parle pas. Et donc nous, ce qu'on a proposé à la ville de Mérignac et à la communauté urbaine de Bordeaux, eh bien, c'est dans un troisième temps, c'est de monter des fiches, alors là je suis désolé, je vais reprendre mes notes, des dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques des jardins et du patrimoine qu'on veut inclure dans le PLU, qui va permettre effectivement de pouvoir conserver des caractéristiques de ces quartiers-là, sans pour autant les empêcher d'évoluer. Parce qu'il faut bien comprendre